Je rejoins mon collègue. Il y a 3 ans, j'avais pu rencontrer Margarita Cadenas, qui est une réalisatrice vénézuélienne et qui a réalisé Femmes du chaos vénézuélien, et qui était un reportage clandestin. Elle a eu le courage de retourner dans son pays et de tourner, de filmer le quotidien des femmes dans le pays. Et on peut voir à quel point la misère est arrivée dans ce pays qui devrait être un des pays les plus riches au monde. Puisqu'il a la plus grosse réserve de pétrole lourd de toute la planète sous ses pieds. Il reste encore tellement à découvrir dans les richesses sous le sol du pays. Et le pays n'a pas mis les moyens de recherche et d'innovation. Et bien évidemment, le programme désastreux qu'ils ont mené. Et ce reportage m'avait vraiment glacé parce qu'on voyait des femmes se battre pour tout dans un pays qui devrait être si riche, se battre pour la santé, pour l'alimentation, etc. Les médicaments. Et les médicaments. Et je tenais à rendre hommage à Margarita, qui avait vraiment fait un exploit parce qu'elle avait pris le risque de ramener les vidéos en secret et d'amener en Europe ce reportage édifiant qui donc s'appelle Femmes du chaos vénézuélien. Et qu'on trouve sur Internet. Oui, qui avait été diffusé à l'occasion du mois du film documentaire. Je pense qu'il peut se retrouver facilement. Moi, j'ai été très choqué. Je pense que Trump est intelligent. J'ai été très choqué par sa réaction à l'annonce de Biden. Il aurait dû saluer le combat d'un homme qui a donné 50 ans de sa vie au service de l'État en étant élu pendant 50 ans. Et il a attaqué Biden le soir de son renoncement de manière innommable. C'est la première chose. Il a été un Trump qui était noble et élégant quand il a été attaqué et qu'il a reçu cette balle. Il aurait dû dire. Ça n'a pas duré longtemps. Le chef des armées américaines et je salue l'homme qui a consacré quand même sa vie et qui a eu un parcours extraordinaire. Trump est revenu à ses fondamentaux, assez vulgaire et agressif. Une séquence totalement ratée pour lui. Et là où je rejoins Baptiste, c'est que les Obama, qui au moment de l'annonce ont montré beaucoup de réticence, se sont mis en retrait. À l'égard de Kamala Harris. À l'égard de Kamala Harris, on vient complètement de retourner la situation. Il y a une vidéo sur les réseaux sociaux qui cartonne où les Obama appellent Kamala Harris, les deux ensemble, en disant on est avec toi, on te soutient, etc. Et ils vont nous faire un show fin août. Je sais plus où c'est d'ailleurs. Incroyable. Est-ce qu'il faut qu'on y passe la matinée? Il y a eu tellement de débats déjà. Vous allez un peu trop loin, Jacques. On peut ne pas être d'accord sur tout, mais il y a eu quand même techniquement, visuellement, une réussite qui aura des retombées mondiales gigantesques. Déjà le cas, c'est déjà le cas. Sur un chapitre plus franco-français, la cérémonie du rugby n'avait pas plu non plus, parce qu'on avait trouvé que c'était trop kitsch, et donc on n'arrive jamais à satisfaire tout le monde. Je pense quand même qu'il y avait un travail scénique, même si je n'ai pas tout aimé, je n'ai pas forcément tout aimé, le défilé que nous avons eu, qui a été hyper prégnant dans la cérémonie, sur le pont, le défilé de mode, etc. J'ai pas tout aimé, mais je dois quand même saluer le travail incroyable de Thomas Joly sur cette mise en scène, cette mise en valeur de ce patrimoine français architectural. Moi, je suis sensible à un argument de Jacques, c'est peut-être qu'on a moins mis en valeur cette fois-ci que dans un stade les sportifs qui sont le nœud de tout. Ça là-dessus, j'entends ça et je me dis, il a peut-être raison Jacques là-dessus. Et on n'arrivera jamais à mettre tout le monde d'accord, je pense. La Coupe du Monde de rugby en est l'exemple. La cérémonie avec Jean Dujardin a suscité un flot de critiques ininterrompues. L'accordéon, la baguette et la casquette. C'était beaucoup trop. C'est français. Moi, je voulais faire un coup de cœur ce matin, si vous me permettez, sur la patrouille de France, la PAF. Magnifique cœur. Qui est basée à Salon de Provence et qui est l'élite de l'armée de l'air. J'ai eu la chance unique dans ma vie de les accueillir la veille, puisqu'ils se sont basés à Évreux la veille de leur départ. Chez moi, en Normandie, et je leur ai permis, avec le département de l'Eure, de leur ouvrir la maison Monet et ses jardins comme une pause à Giverny la veille. Et donc, j'ai eu cette chance incroyable de passer un morceau de soirée avec eux. Et j'ai vu dans les yeux de ces pilotes, de ces champions, une fierté française, une fierté de servir, une fierté de donner du rêve, de l'espoir aux Français. Juste après la cérémonie d'ouverture, ils ont fait un show aérien à Cabourg avec des milliers, dizaines de milliers de personnes qui étaient sur les bords de plage. Et ils ont refait ce chœur non, ils n'ont pas refait ce chœur. Je pense qu'il avait vraiment fait que pour la cérémonie. Mais voilà, je voudrais mettre tout le monde d'accord et se dire qu'on a en effet des génies, des hommes brillants. Alors, moi j'ai une question, ça nous ramène à la politique, si vous voulez bien. Est-ce que
aujourd'hui, vous considérez qu'Emmanuel Macron a gagné son pari finalement d'une trêve olympique? Parce que on voit Gabriel Attal qui rame et qui réunit le gouvernement aujourd'hui même. On se dit mais quel gouvernement fantôme, en tout cas démissionnaire. On voit bien Lucie Castec essaye de dire je suis là, je suis candidate à Matignon. Bon. Et puis en réalité, la politique c'est fini. C'est pour l'instant on est dans la trêve olympique. Il a gagné Macron. On parle plus des élections. On n'avait pas le choix d'avoir cette trêve olympique parce que malgré tout, je fais de la provoque, vous l'avez noté. On a des enjeux sécuritaires. Jacques en a parlé. Aujourd'hui, connaissent les dossiers. Le ministre des Transports, le ministre de l'Intérieur, la ministre des Sports et des Jeux Olympiques, le Premier ministre qui est quand même en opposition. Donc, même si j'ai regretté le choix de cette dissolution après les Européennes, avant les Jeux Olympiques, pour moi, ça n'avait aucun sens de faire ça à ce moment-là. Mais la trêve, on n'avait pas le choit, parce qu'on peut pas changer de gouvernement, nommer un nouveau gouvernement en plein monument mondial dans lequel il y a des dizaines de forces de l'ordre mobilisées sur la capitale, sur les sites olympiques. Donc je pense qu'on n'avait pas le choix de cette trêve, au moins jusqu'à la fin des Jeux Olympiques. On verra, est-ce que ça durera sur le mois d'août et jusqu'au Paralympique, ça on ne le sait pas. Mais on n'avait pas le choix de cette trêve pendant les JO. Je crains un shutdown à l'américaine. C'est-à-dire qu'à un moment donné, si les forces politiques ne sont pas capables d'afficher à partir de septembre-octobre de la stabilité, vous êtes tous d'accord sur la crise, de la modération budgétaire, de la modération dans les débats à l'Assemblée nationale, de la stabilité politique, nous allons vers une crise sans précédent, parce que nos créanciers, les gens qui tous les jours nous prêtent de l'argent pour payer nos finances, vont dire attendez, c'est terminé, on prête plus. Et là, on a un schéma à la grecque qui arrive. La Grèce de Mitsotakis, c'est la Grèce qui, il y a quelques années, s'est retrouvée bloquée avec la BCE il faut empêcher le shutdown. Et j'en appelle aussi à la gauche modérée. J'en appelle aussi aux députés socialistes. J'en appelle aussi à François Hollande, qui a quand même été président de la République. Vous leur dites quoi? Je leur dis, mettez-vous autour d'une table. Et au lieu de vous focaliser sur un programme mensonger d'un SMIC à 1600 €, d'une retraite à 60 ans, trouvons ensemble les moyens de préserver le système, de faire des économies en effet dans nos dépenses sociales, de lutter contre la fraude et de mener des défis ensemble. Sinon, je vous le dis, c'est le shutdown.